La Coupe du monde de football s'est ouverte le 11 juin au Mexique et nous tiendra en haleine jusqu'à sa grande révélation, la grande finale donc du 19 juillet à New York. Alors la grande question dont on m'a souvent fait écho, c'est est-ce qu'on peut aimer le foot et le cinéma? Alors on m'a souvent interpellé en rabaissant le foot, un sport de beauf, d'inculte, d'illettré, un sport de machiste, d'idiot, que l'on oppose d'ailleurs très souvent au rugby, alors que le rugby est un sport principalement régional qui n'a aucune répercussion mondiale comme le foot. Alors oui, je fais un peu mon coming out sur le foot, je l'adore, j'adore le foot, j'adore ça. Et au-delà de ma passion depuis tout petit pour ce sport, et en dehors de toute d'ailleurs considération nationaliste à vouloir coûte que coûte défendre mon pays, ce sont les émotions que draine le foot qui m'ont fait l'aimer, et d'ailleurs tout autant le haïr parfois. À 10 ans, avec ma famille, on était sur les Champs-Élysées en 1998 pour la victoire française et se souvenir de l'annonce du troisième but de la France dans le métro parisien. En 2018, la seconde étoile à New York où j'étais, où l'écran de géant de Manhattan qui passait le match tombe en panne directement dès le début du match. En 2022, et la plus grande finale de l'histoire du mondial contre l'Argentine, un ascenseur émotionnel mémorable qui m'a marqué et qui d'ailleurs continue de me hanter. Voilà pourquoi j'aime le foot, car il est générateur d'émotions uniques et pénétrantes, des moments d'histoire intime, des moments globaux qui ne me quitteront absolument jamais. Comment ne pas aimer le foot alors lorsqu'on est cinéphile? Car le cinéma, finalement, à sa manière, m'a offert également de nombreux moments extatiques, de bonheur, de douleur, de profonde interrogation, de remise en question aussi, des émotions peut-être plus complexes, moins brutes, mais d'intensité réellement comparable. Et la dernière en date est là, toute récente, d'il y a quelques jours, avec le dernier film de Steven Spielberg, Disclosure Day, qui est évidemment au programme de ce 18e numéro de Grand Angle. Un film qui m'a vraiment terrassé d'une insaisissable émotion et celle qui continue de nous faire espérer, peut-être même fantasmer, que le cinéma, lui aussi, est parfois plus grand que le monde. Alors, du foot et du Spielberg, franchement, comme dirait Thierry Roland lors de la finale, quel pied! Phrase culte, évidemment. Ouais. Sur ce, Entre autres. entre autres. Sur ce, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Grand Angle. Pascal, comment tu vas? Est-ce que tu as bien chaussé tes crampons et sorti ton drapeau suisse pour ce mondial? Je voulais le sortir, mais à l'heure où on enregistre, on a joué que le Qatar. Enfin, Exact. la Suisse n'a joué que le Qatar, c'est-à-dire qu'elle n'a pas joué, parce que c'était lamentable à tout point de vue, avec un résultat nul dans tous les sens du terme. Donc, Un partout. Bon, peut-être que maintenant on est mieux à l'heure où vous écouterez, vous On verrez. l'espère, on l'espère. On sera peut-être mieux, je ne sais pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le foot. Moi, je ne peux pas comprendre comment on peut aimer le cinéma et pas le foot. Il y a une dramaturgie dans le foot qui est unique, Exactement. qui génère une émotion incroyable, Exactement. quelle que soit parfois l'équipe ou le pays qu'on soutient. Mhm. Je veux dire, moi je citerai l'exemple que je cite toujours, c'est l'exemple du 8 juillet 82 à Séville, le célèbre match de l'équipe de France Bien contre sûr. l'Allemagne, Mhm. que j'ai pas vu. La dramaturgie Il y a une totale. dramaturgie démente, mais je l'ai Absolue. revu ensuite sur YouTube. Il y a eu un documentaire sur ce match qui a été fait. Dramaturgie absolue, qui va au-delà du match, au-delà du foot, qui rejoint l'histoire, la grande histoire. Et tu as vu un film comme ça dont on a parlé aussi dans Grand Angle à Cannes, The Match aussi, Oui, avec Maradona, avec la fameuse sur main de Maradona. Dieu contre l'Angleterre. Ouais. Le match contre l'Angleterre. Ça, j'ai Ah, pas vu non plus. Non. Mais c'est aussi un des matchs anthologiques. Absolument. C'est aussi un match d'anthologie. Exact. Et au cinéma, c'est pas si fort. C'est différent. C'est mais différent. Mais en tout cas, on peut être amateur de ces deux types d'émotions que ça génère. Mais je pense qu'on doit. Je veux dire, quand on aime le cinéma, on aime forcément la dramaturgie de certains matchs. je Je suis dis pas d'accord. tous les matchs. Les beaufs, ils soutiennent peut-être, je sais pas, une équipe en particulier, ils vont voir tous les matchs en gueulant, en buvant des bières. Et Là, en il faut gueulant. être esthète et aimer Ouais, le c'est beau ça, jeu. un peu esthète. Alors, pour l'instant, le mondial, moi, il me convient. Alors, on est là, il me convient. On verra. Même si la Suisse, elle a joué de suffisance. Le jour de la diffusion de cette émission, le mondial sera bien avancé. On en saura un peu plus, je crois. Les gens en sauront plus que nous. Exactement. Là, on est Là, on est dans l'expectatif. Peut-être que la Suisse sera passée en 16e de finale. La France, c'est sûr. Ouais. Et la suite, on verra. L'Angleterre, c'est sûr. Le reste, je sais En pas. tout cas, finale 19 juillet. 19 juillet Exact. Oui. C'est pas le 13? Non, sûr. Ouais. 19 juillet. Alors, allez, on attaque avec ce 18e numéro de Grand Angle, avec, comme d'habitude, notre face-à-face critique avec Pascal, avec de la littérature au caniveau et les caprices de l'enfant roi de Michel Leclerc, de l'animation queer avec Jim Quinn de Nicolas Atané et Marco Nguyen, du chef-d'œuvre avec Disclosure Day de Steven Spielberg, Le combat d'une mère avec Ulysse de Laetitia Masson et du Labyrinthe du vide avec Backroom de Kane Parsons. S'installera ensuite autour de la table notre invité du jour et on est très honoré de recevoir le réalisateur donc suisse Germinal Rowe pour nous parler notamment de son dernier long métrage Cosmos que l'on a aimé, que l'on a défendu d'ailleurs dans le numéro 16 de Grand Angle.
Et puis comme toujours, nos coups de gueule et coups de cœur en fin d'émission. Alors, on commence tout de suite avec le premier film qui est donc Les Caprices de l'Enfant Roi de Michel Leclerc. Pascal, de quoi ça parle et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, ça se passe durant l'enfance de Louis XIV. Il a 13 ans. Et Anne d'Autriche, donc sa mère, décide de le confier, de le placer dans la troupe de Molière. Alors, c'est tout sauf réaliste. Ça mélange un peu tout. Ça mélange les comédies de Molière. Le batailleur Cyrano, j'aime pas beaucoup comment il est représenté dans le film. D'ailleurs, je conseille aux gens de lire les lettres à ses ennemis de Cyrano. J'ai rarement lu quelque chose de plus méchant dans toute l'histoire de la littérature française. Il y a D'Artagnan au milieu, évidemment. Toute liberté avec la grande histoire, on s'en fout, quoi, je veux dire. Tout ça m'a laissé un peu de marbre. J'ai pas beaucoup aimé, mais j'ai pas non plus détesté à mort. J'ai surtout de la peine à reconnaître Michel Leclerc, qui était quand même un cinéaste qui avait réalisé plutôt des fictions très à gauche, avec notamment Le Nom des gens. On se souvient peut-être de ce film dans lequel Lionel Jospin jouait son propre rôle. C'est comme ça que Michel Leclerc s'était un peu connaître. Là, j'ai l'impression qu'il signe une commande, qu'il fait une commande esthétiquement. C'est à peu près comme tous les films français qu'on se fade à longueur de semaine. Une esthétique un peu colorée. Une esthétique un peu- Compostelle. Ouais, non, ouais, oui Un aussi, peu. mais sauf que Compostelle, j'aime bien. Coloré, impersonnel, comme ça, avec des acteurs qui font un peu leur numéro, voilà. Je cherche des points positifs, j'en trouve pas. Oui, Anne d'Autriche n'a pas l'accent espagnol, ça me choque, je suis désolé. Je pense toujours au film de Roger Planchon qui s'appelle Louis Enfant Roi, et dans lequel il y a Carmen Maura qui joue Anne d'Autriche. Excellent choix. Il fallait une espagnole pour jouer Anne Mhm. d'Autriche. Et pas Doria Tillier. Mais je pense qui que l'a- là, ils s'en foutent, hein, s'en foutent. royalement. S'en foutent Vraiment, je crois que là, on va Bon, pas en dans ce point genre de positif, détails. l'acteur qui joue Molière, je le trouve assez bon, assez fougueux. Il s'appelle Nemo Schiffman, c'est le fils d'Emmanuel Berco. J'ai appris qu'il est aussi chanteur. Mais sinon, franchement, ça m'est passé par-dessus la tête, ce film, qui était à Cannes, Ouais, sur la plage, sur la non? plage, Ouais, au c'est cinéma de ça. la plage. Mhm, mhm. Je pense qu'il avait des ambitions autres, mais qu'ils l'ont poliment programmé sur la plage. Je dis ça, peut-être que c'est faux, hein, mais voilà. En gros, Bah, mon avis. franchement, moi, Pascal, je te trouve plutôt sympa. Ouais, parce que je voulais pas non plus tirer sur Voilà, mais l'ambulance. en effet, moi, je trouve le film vraiment moche déjà, particulièrement laid. Ouais. Mais je trouve que même, je vais plus loin, je trouve que idéologiquement, je le trouve préoccupant. Il y a pas mal de choses qui m'ont profondément dérangé. Ouais. D'un côté, on a ce petit Louis XIV, en fait, qui doit apprendre forcément ce qu'est la vie, un petit peu, hein, c'est ça, parce qu'il est Ouais, ouais, déconnecté des réalités, ouais. etc. Et puis, il peut trouver cette voie un petit peu du salut que avec les pauvres, avec les gens d'en bas, en récurant les chiottes, en pelant des pommes de terre. Enfin, je trouve que l'idéologie est très, très, très bêta, très bête. Et puis surtout, je trouve que l'autre enfant... Donc, il faut dire que les places sont inversées. Ouais. Et puis celui qui prend la place Sa de Louis place, XIV, c'est un charretier, c'est un enfant pauvre. Et en fait, je trouve qu'il est ridiculisé Qui parle dans mal, le film. d'ailleurs. Il parle mal, il est ridiculisé, il est moqué. Et je trouve qu'en fait, c'est un film qui profondément m'a choqué parce que cet enfant d'en bas, ce petit pauvre, en fait, il est ridiculisé. Et même, ça va plus loin. Il est tué. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où, en fait, il est assassiné, on le voit pas, il est mis de côté et mis au nu, ce petit enfant là, brillant, intelligent, qui est en capacité de parler. En fait, c'est un film royaliste. En fait, c'est un film royaliste. C'est qui va bizarre pour profondément- Michel Leclerc, Mais c'est justement. mais c'est pour ça que je ne comprends pas l'idéologie de ce film et qui m'a profondément, encore une fois, perturbé. Parce que, comme je te redis, on a cet enfant des bas quartiers qui est vraiment ridiculisé, qui est assassiné, qui est humilié, mais vraiment à l'image, quoi, et qui est mis de côté. Et le grand gagnant, c'est le bourgeois, c'est Louis XIV, c'est le roi, en fait, c'est lui Ça qui est respecte même sortant. pas l'histoire. Mais non, la ça grande respecte. histoire. je veux Et dire. donc, en fait, c'est très bizarre. Il y a autre chose qui m'a dérangé, c'est que, alors, le côté Cyrano, avec toute cette histoire un peu d'homosexualité, etc., Très, très suggéré, mais pas. quand même, quand il essaie, tu sais, quand il se défend pour libérer un gay, Ouais, quand on ouais, voit bien ouais, qu'il a ouais. une relation un petit peu amoureuse avec Molière, Ouais, ouais. dans un élan un peu faussement progressiste comme ça, c'est vraiment ridicule. Donc je trouve que au-delà de son absence de totale qualité cinématographique, c'est-à-dire qu'au niveau de la mise en scène, au niveau des dialogues, c'est abyssal le niveau des dialogues, c'est vraiment honteux. Et ben il y a ce problème un peu de royalisme qui est un peu toxique. Moi, j'ai qui se déclenche du l'impression film. que Michel Donc, Leclerc n'a pas fait une commande, mais qu'il a remplacé quelqu'un. Que le Mais film a été tourné, en tout puis cas, qu'on a c'est- dit ça va pas, il faut quelqu'un pour le finir, puis il arrive à la rescousse.
Mais en tout cas, C'est l'impression que j'ai. il n'y a aucune explication en C'est pas un effet film de lui, qu'il ait pour fait moi. un film comme ça. Ça joue pas. Comme je t'ai dit, en effet, le riche ne peut aimer qu'en étant pauvre, le pauvre lui est condamné à Ouais. disparaître. Enfin, je trouve que moi, ça m'a donné ça m'a fait un peu froid dans le dos, cette idéologie un peu toxique comme ça. Donc, au-delà de l'échec objectif, esthétique et cinématographique, moi, il y a cette idéologie qui m'a profondément marqué et qui ne va pas du tout avec... moi, ça m'a vraiment perturbé, interloqué, et que en fait, cette mise en abîme à la fin en fait, de cet enfant roi, comme quoi, en fait, il a changé, il a réfléchi, il a compris que l'amitié était important, etc. Mais franchement, c'est nul, pathétique. ça, nul. Donc, franchement, pas du tout aimé, et pour ces différentes raisons. Voilà. Je crois qu'on va pas aller plus loin non. avec ces caprices des Cent Enfants. Il me passe par-dessus la tête, ce film. Et moi, pareil. Mais il m'a un peu agacé. Il t'a plus énervé que moi. Moi, il m'a pas énervé tant que ça. Et le film est sorti le 24 juin. Ouais. Les dates, on va jamais y arriver. Mais c'est ça, non? C'est bien le 24 juin. Je crois bien. Ouais. Alors, on passe au film suivant, donc, qui est le Jim Queen de Nicolas Atané et Marco Nguyen. Donc, Jim Queen est un film d'animation qui a été présenté en séance de minuit à Cannes cette on a année. des Cannes de nouveau cette année. Exactement. Cette émission. Beaucoup, ouais. C'est en fait une sorte de... pas tous. Non. Ouais, c'est une sorte de petit manuel un peu gay où on le suit, le personnage de Jim Parfait, qui est un peu le roi des influenceurs queer, boss d'un fitness, grand Manitou de la nuit parisienne. Et puis le drame va arriver, il va perdre ses abdominaux. Et en fait, cette perte des abdominaux va signer quoi? Une infection. Il y a une nouvelle maladie qui ne touche que les gays, c'est l'hétérose. L'hétérose, c'est quoi? Les hommes gays, ouais. Voilà, les hommes gays. L'hétérose, c'est quoi? C'est ce virus qui va transformer en fait les homos en effet en hétéros. Et toute l'intrigue qui va suivre, c'est ils vont essayer de trouver justement un antidote. La chloroqueer, l'antidote pour traiter cette hétérose. Alors je le trouve le film très réussi, très attachant, à la fois par un humour qui fonctionne très bien, une autodérision qui est absolument géniale, salvatrice, un humour, je dirais, un peu caustique comme ça, mais jamais moqueur, jamais vulgaire, qui est très fin au final, et puis c'est vraiment extrêmement drôle, enfin, c'est très 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 drôle. On a aussi, je trouve que le film jouit d'un côté un peu pédagogique, je trouve, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu un petit manuel où ils vont catégoriser un peu les gays, les hétéros et les homos, ils vont faire des explications, le gaydar, etc. Enfin, il y a plein de termes, etc. du monde un peu queer qui va être décrypté comme ça. Donc, ça fait petit manuel comme ça. En plus de l'humour et cette autodérision sur ce qu'est l'univers queer, ce monde queer qui est vraiment... Sur leur milieu. Sur ce milieu-là, et qui est filmé comme vraiment un monde parallèle au monde hétérosexuel, un monde complètement opposé, séparé au monde hétérosexuel, sans qu'il y ait de mauvaises confrontations entre les deux. Il n'y a pas ça. Pas du tout. C'est pour ça que je trouve que le film n'est pas du tout insultant ou autre, est très juste. Et puis en effet, l'hétéro est vraiment, c'est très drôle. L'hétérosexualité est filmée comme la loose totale. Donc un gros bide, un beauf. D'ailleurs, qui adore le foot. Donc voilà. Donc c'est assez drôle. Il y a cette scène que j'adore où en fait, il se rend compte qu'il commence à devenir hétéro parce qu'il comprend les règles du hors-jeu du foot. Hors-jeu, ouais, c'est génial. C'est drôle. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé le film. Il y a un petit truc qui m'a un petit peu manqué, c'est un peu le côté émotion. Je trouve que la liaison un peu amoureuse. T'as pas pleuré? Pas assez. C'est ça qui m'a manqué. Mais je trouve que la liaison amoureuse entre Jim Parfait et Lucien, donc ce petit rejeton, un petit peu, le petit twink, qui est d'ailleurs le fils d'une forme de Christine Boutin des Enfers, en fait. Oui, sa mère, c'est la ministre, je sais pas quoi. Mais elle a un nom qui ressemble à Christine Boutin, donc je pense que c'est sa représentation. Probablement. Exactement. Donc là, je trouve que ça manque un petit peu d'allant un peu amoureux comme ça entre les deux. Mais néanmoins, il y a des scènes extraordinaire, la Gestapo, les chariots gays, la Prague en tank, fallait oser. Le docteur Maboul qui veut faire des extractions de prostate là un peu, enfin bref, c'est vraiment génial, très drôle, ça marche hyper bien et c'est un vrai plaisir en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est vrai que je suis globalement d'accord, je suis moins enthousiaste à mort que toi. C'est un film qui ose, comme tu dis, c'est ça qui est bien, c'est une pochade, une comédie d'animation un peu caricaturale, c'est pour ça qu'on l'aime, elle marche à condition d'être caricaturale, mais elle n'est pas moqueuse comme ça. Et c'est, à mon avis, la première fois qu'on a une comédie d'animation qui se situe dans ce milieu LGBTQIA+. Alors moi, ça me rappelle des dessins animés pour adultes comme Fritz le chat, de Ralph Bakshi, comme Tarzoun, la honte de la jungle, de Picha, qui est des dessins animés interdits aux moins de 18 ans. Là, je ne sais pas s'il l'est, mais il est quand même assez hard. Ouais, je pense que c'est peut-être moins de 16, je sais pas. Alors, c'est très drôle, très, très décomplexé comme ça. Ça veut dénoncer l'homophobie, mais ça va pas tellement plus loin. C'est que ça reste comme une distraction au premier degré, on se marre un coup, puis ça s'arrête.
On en fait vite le tour. Ça survole un peu les choses pour moi, même si les deux cinéastes s'efforcent d'y plaquer un discours politique. C'est pas ce qu'on va retenir en premier lieu dans le film. On va plus retenir le côté iconoclaste, jamais vu, moqueur et autodérision. Mhm. Le plus curieux dans tout ça, c'est que le film soit français. Mhm. C'est plutôt les Américains qui Mhm. font ce genre Absolument, ouais. Le français, il n'ose pas tellement. Ouais. Et il se lâche vraiment. Moi, je pensais que c'était un film américain de Mhm. base. Mhm. En plus, le titre, il n'est... Non, ça se passe à Paris même. Ça se Justement, passe à il y a des Paris, oui, références- en il y a beaucoup de plus. références à Paris, ouais. Alors, voilà, c'est ce que tu dis. Je suis en moins enthousiaste, Ouais. mais je trouve ça très bien. Ouais, ça marche Et bien. Ouais, je te ça dis, fonctionne bien, ce qui c'est drôle. m'étonne le plus, c'est qu'il soit français. Ouais. Ça marche bien, je sais pas. Oui, je pense. C'est sorti Il est sorti le 17 juin. oui, Et il est 17 juin. déjà en salle, donc franchement, Ouais. vous encourage Oh, à aller le oui, voir. vous pouvez y Vous avez aller. en fait, vous avez passé un super moment. Il y a plusieurs films d'animation à l'affiche 17 juin. Il y avait Toy Story 5. Ça, c'est mieux. Ah, Jim Queen est mieux que le Toy que Story Toy 5, Story 5, que j'ai ouais. pas vu. Ok. Mais qui est plus pour les enfants, je veux dire. Voilà, Oui, ne vous trompez pas de salle. Ne vous trompez pas de salle. Si vous choisissez d'aller voir Jim Queen et Toy Story 5, c'est possible faites que- attention. C'est vrai. On passe au mastodonte du jour. Au dernier film de Steven Spielberg, Disclosure Day. Pascal, à toi l'honneur. C'est tellement compliqué à résumer, à synthétiser, à raconter. En gros, il y a un hacker et une journaliste qui découvrent les preuves d'un vaste secret gouvernemental sur les extraterrestres. Ils découvrent ça séparément, hein. Ils ne se connaissent pas. Et ils font tout pour révéler ça au monde, pendant qu'une organisation essaie de les en empêcher. Révéler ça au monde, arriver au moment où ils annoncent ça comme un jour de divulgation. C'est le titre Disclosure Day, c'est le jour de la divulgation, le jour de la vérité. Alors c'est en gros le résumé. Alors finalement, toutes ces parties se déroulent pas parallèlement, mais les unes après les autres, puis se regroupent petit à petit, fusionnent, si j'ose dire. Les personnages fusionnent, pas fusionnent les uns avec les autres, mais les histoires dont ils sont les héros fusionnent. C'est un film qui renoue avec les obsessions de Spielberg, la rencontre avec les extraterrestres. On en avait déjà parlé dans Rencontre du troisième type, comme dans E.T. l'extraterrestre, comme un peu dans La Guerre des Mondes, dans son remake. C'est un film très complexe, qui pour moi est à la fois exemplaire du point de vue de la mise en scène. Je crois que c'est le film de l'année au niveau de la mise en scène. Et c'est un film en même temps qui continuellement brouille les pistes, parfois jusqu'à l'opacité. Et il y a des choses qui viennent constamment jeter le flou dans ce qu'on voit. Je donne un exemple rapide, l'irruption de langues inconnues qui arrive au milieu, notamment Emily... Aide-moi, Emily Blunt. Emily Blunt, ouais, l'actrice. Emily Blunt. J'avais un blanc. Et ouais. Qui tout d'un coup parle des langues inconnues, qui parle Mhm. tout d'un coup le coréen, on ne sait pas pourquoi. Il y a des téléportations télépathiques, enfin des communications télépathiques qui s'en mêlent avec des technologies qu'on ne nous explique pas forcément. Il y a un côté synthétique dans le film qui est scénarisé par David Koepp, qui était le grand scénariste d'Hollywood, et notamment de Spielberg. Et on y voit des tas de choses. On y voit des crop circles, il y a des références à la zone 51, notamment. Tout ça n'est pas forcément intégré, mais tout ça est convoqué. Spielberg, il convoque ces choses-là. Il digère ensuite tout ça avec une puissance visionnaire qu'il est seul à détenir pour moi. Parce qu'il est conscient que la réalité, en fait, par rapport à ce genre d'histoire, elle se dérobe complètement, elle se dérobe constamment. Elle est impossible à atteindre. Et en même temps, c'est aussi un film d'action pure, assez efficace, qui fonctionne comme tel, et qui ne devrait jamais, comment dire, dont les enjeux sont aussi une espèce de course-poursuite dans une Amérique contaminée par la peur des révélations, je ne sais pas comment le dire. Et puis par la peur aussi de la Troisième Guerre mondiale C'est aussi ce spectre-là. qui est là. Ce spectre-là est aussi là, oui, effectivement. Mais on pourra en parler 2 heures, même 4, et même plus. Et c'est ce qui est curieux. Je remarque que la plupart des critiques qui ont aimé le film, des critiques positives, disent des choses différentes et positives. J'ai dit une chose, mais je pourrais en dire une autre par rapport aux extraterrestres. C'est l'aspect qui me passionne le plus d'un point de vue personnel. L'aspect aussi, le rapport entre les mathématiques et la physique quantique, parce que c'est abordé de manière indirecte, mais quand même assez directe. Je pense que les gens ne comprendraient pas si c'était plus abordé de manière plus frontale. Et en revanche, ceux qui n'aiment pas le film, les critiques qui n'aiment pas le film, ils disent rien. Ils disent c'est pas bien, c'est ringard, c'est pas un film de 2026. Des arguments à 2 balles et demi.
Et il y a un tweetos qui a très bien défini les critiques négatives en disant c'est un régal, c'est le bal des cons. Et j'ai envie de dire ça. Ça pourrait en faire une humeur. C'est tellement faux, c'est tellement aberrant. Quand on aime le cinéma, on ne peut qu'aimer ce film, pour moi. Comme le foot et comme le rapport entre le foot et le cinéma. Je veux dire, c'est un film essentiel, c'est un film hors du temps. Je veux dire, il n'est pas daté. C'est une conclusion de la part d'un grand cinéaste à une obsession, des obsessions qu'il avait revendiquées Multiples. au début de sa carrière, voilà. Et c'est une vraie vision. C'est une vraie vision qui est absolument pas cliché, qui est absolument pas, ringarde, qui est absolument Non. pas datée. Pas du tout. Je trouve ça éblouissant, époustouflant, stupéfiant. J'étais sur le cul sans être totalement non plus. Je suis pas ressorti à quatre pattes de la salle. Moi, Je pas suis loin. Moi. je suis pas ressorti en rampant, mais pas loin, effectivement. Il y avait un truc, on était captivé par ce qu'on voit, par ce qu'on découvre. Et voilà. Ouais, moi je suis Tu vas dire des choses différentes parce Voilà. qu'on dit tous des choses différentes. Absolument, ouais, c'est vrai que moi je suis absolument d'accord avec toi. Je trouve que c'est une œuvre majeure. Je pense une œuvre de science-fiction contemporaine, en tout cas majeure et importante. Ouais. Ça, c'est sûr. Non pas forcément par son sujet, mais par la portée qu'il a. Aussi par le sujet, mais voilà. Moi, c'est pas ce qui m'a le plus touché, le sujet, c'est la portée qu'il en fait. Spielberg, c'est cet enfant incrédule qui refuse de grandir. On le voit là, quand il retourne aussi dans parce que cette maison pavillonnaire, c'est aussi la maison de son enfance. Et il n'a jamais cessé de vouloir systématiquement, dans toute sa filmographie, instaurer un peu le bon où il y a le mal, croire en l'humain, en la destinée, et toujours avec ce côté de cet amour un peu salutaire dans toute sa filmographie. Disclosure Day, c'est un peu cet accomplissement-là. C'est-à-dire que le monde va s'éteindre dans cette probablement troisième guerre mondiale, comme je te disais tout à l'heure, qui est là, qui approche, qui menace. Qui ne se réalise pas. Là, il va utiliser l'existence en fait, des extraterrestres. En fait, c'est un acte de foi, ce film. Il nous demande d'y croire. Il demande d'y croire aux extraterrestres, mais surtout, et c'est ça qui est fondamentalement beau, il demande de croire en nous-mêmes. En fait, c'est un acte de foi inconsidéré qu'il nous demande de faire en notre humanité, et que en fait, notre seule capacité de sauver le monde, c'est en nous sauvant nous-mêmes. Et en fait, c'est là où le film est absolument prodigieux, c'est qu'il va utiliser tout ce scénario d'extraterrestres, etc. Mais en fait, les extraterrestres, en fait, ils sont là pourquoi? Leur rôle principal, il est là pour nous rappeler que en fait, l'empathie, l'amour de l'autre et le don de soi sont les choses les plus importantes qui pourront nous sauver. Et c'est une idée absolument prodigieuse. En même temps, ça l'obsède, les extraterrestres. Faut pas le nier. Au-delà du fait qu'il peut dire d'autres choses derrière. Mais là, il l'utilise là pour vraiment nous rappeler ça, parce que c'est pour ça que moi, je l'ai comparé dans ce que j'ai écrit au Coppola, au Mégalopolis de Francis Ford Coppola, parce qu'en fait, le Mégalopolis de Francis Ford Coppola, c'est exactement le film d'un vieil homme de 80 ans et qui croit encore en l'humanité. Exactement, qui croit encore en l'humain, qui croit encore en l'humanité, qui croit encore à notre capacité de nous réinventer. Et en fait, ce film de Spielberg, c'est exactement ça. Et ça, je trouve ça absolument très beau. Je voudrais dire un mot aussi sur la religion. La religion, elle est très importante dans le film. En tout cas, elle est abordée de manière assez frontale par le personnage de Jen. Et là aussi, ce que j'aime bien, c'est que ça plonge absolument pas dans une sorte de pseudo-fanatisme religieux. Tout au contraire. En fait, ce qui est très beau dans le film, c'est que il élève l'humanité justement au-dessus des croyances. C'est-à-dire que Dieu restera Dieu, créateur de tous les êtres vivants, créateur y compris des extraterrestres. Et d'ailleurs, les extraterrestres sont filmés comme des frères en fait à la race humaine. Et je trouve que ça, c'est très beau parce que il y a un moment, ce téléphone entre Jen et cette nonne qui est fondamental, qui dit que en fait, l'humanité, c'est pas en Dieu qui va pas croire, mais plutôt justement là aussi possiblement en nous-mêmes. Et tout ça, c'est très très beau. Et puis il y a des séquences absolument sublimes, notamment j'aimerais revenir sur cette séquence où il y a Margaret qui s'échappe du complexe militaire. Et comment elle s'échappe? En fait, par l'empathie. Elle va mettre sur son visage des visages de gens que les gens aiment pour pouvoir s'échapper. Mais cette séquence, elle est absolument prodigieuse, qui montre à quel point l'empathie. C'est que des séquences prodigieuses, quasiment quoi. L'empathie est puissante. Toute le flashback du kidnapping de la petite enfant avec cette reconstitution de cette maison pavillonnaire qui est Spielbergienne à fond, qui est cette maison de E.T., qui est cette maison avec également le côté Hansel et Gretel du conte qui va remettre et tout. Enfin bref, il y a des milliers de choses, c'est foisonnant comme tu as dit, on pourrait en parler des heures et des heures. Et moi, en effet, ça m'a absolument bouleversé parce que je trouve que c'est un film qui m'a terrassé parce que c'est un acte de foi lumineux et Spielberg m'a tout simplement redonné espoir en l'humain, en l'humanité, à y croire. Et en fait, on est au bord du gouffre et le monde est au bord du gouffre et Spielberg, il nous prend la main, il nous dit
ne paniquez pas, on va Les y arriver tous extraterrestres sont là, non, je ensemble. déconne. Et en fait, ça, je trouve ça absolument sublime. Mais voilà, je crois qu'on en a dit déjà Et Emily beaucoup. Blunt est géniale. Et tout le casting est Ouais. formidable. Mais je crois qu'on en a dit beaucoup. Et le film est déjà en salle. Il est sorti le 10 juin. Donc évidemment, c'est Le un 10 des juin, films. oui. Ouais. Ouais, c'est juste. Donc c'est un film C'est le film, l'un des l'un des films de l'année, films de l'été ouais, et de l'année, et voilà, de l'année, absolument. pas loin. Et c'est un film difficile à épuiser au niveau de ce qu'on peut en J'ai dire. besoin de le revoir en plus, moi. Parce qu'il a tellement d'entrées, au Ouais, fond. ouais, ouais. Au fond, Et tellement d'idées. il est visible au premier degré comme à des degrés supérieurs. C'est ça qui est bien. Absolument. Passons au film suivant, qui est donc Ulysse de Laetitia Masson. Alors, il a été également présenté cette année à Cannes en section Un certain regard. C'est le film de clôture d'un certain regard. Ok. Donc Laetitia Masson s'est inspirée de sa propre histoire d'ailleurs et de son fils qui souffre comme Ulysse dans le film d'un syndrome génétique qui entraîne un retard mental et moteur important lors de son développement. Donc dans le film, ses parents, Alice qui est jouée par Élodie Bouchez, et Luc, Stanislas Mera, vont tenter de faire face et enclencher un parcours un peu du combattant pour tenter de rendre à Ulysse une vie la plus normale possible, voilà. on va dire, jusqu'à cet objectif de lui trouver un travail qui pourrait l'intégrer dans le monde actif. Alors moi, le film m'a plu, et il m'a principalement plu par son rythme, parce que je trouve que Laetitia Masson laisse le temps, laisse l'espace, il n'y a pas de sentimentalisme douteux, il n'y a pas de leçons moralisantes. Je trouve qu'il y a un juste espace-temps dans le film où il y a une forme de sérénité qui se dégage dans le film. Alors ça pourrait paraître antinomique parce que ils apprennent une situation très grave, que leur fils va être handicapé. C'est même tragique. Et tragique. Et pourtant, il y a une forme, même dans le jeu de corps de Ulysse, dans son regard, il y a une forme en fait de calme, d'apaisement. Il y a un combat, certes très fort, de la mère notamment, qui est, je trouve, formidablement joué d'ailleurs par Élodie Bouchez là, dans le film. Mais il n'y a pas d'hystérie, il n'y a pas de dramaturgie. C'est plutôt un engagement, un accompagnement jusqu'au boutiste de cette mère. Là aussi, c'est un film, comme je viens de le dire, avec le Spielberg, qui est profondément humain, qui est très vrai, très juste. Donc, c'est pas un film qui m'a profondément bouleversé, mais je le trouve en tout cas très juste dans sa manière d'approcher ce sujet du handicap et de l'intégration d'une personne handicapée dans cette société-là. Donc, je trouve que l'amour dépasse la souffrance. Alors, il y a quelques petites histoires parallèles, la séparation du couple, sa petite relation avec l'orthophoniste, là, tout ça, qui, pollue pas trop le tout. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment trouvé ça plutôt bien. Le film est vraiment très cohérent. J'aime bien aussi le personnage secondaire, là, de Romane Boranger, qui est hyper attachante, l'amie de Alice. Donc, il y a plein de petits éléments positifs. Donc, vraiment, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment plutôt pas mal. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis assez d'accord, globalement. Ce que j'aime aussi, c'est qu'elle arrive à nous faire oublier que c'est autobiographique. On n'y pense pas pendant le film. C'est pas revendre. C'est pas si intime que ça. Non, c'est pas si intime que ça. Elle en fait un drame qui peut parler à tout le monde. Même pas en drame, d'ailleurs, c'est une histoire. C'est-à-dire que le côté tragédie, il est occulté par le film. C'est-à-dire que le film, c'est pas qu'il banalise ce qui lui arrive, mais il la normalise. Comme les parents aimeraient que soit normalisé leur enfant. Absolument, Alors que même, le paradoxe, c'est qu'elle fait quand même jouer son propre fils. Laetitia Masson fait jouer son propre fils dans le rôle d'Ulysse. Donc c'est agréable. C'est plus agréable pour moi que ce qu'elle faisait à ses débuts en 1995, où elle se perdait dans des désarrois sentimentaux un peu ennuyeux. Elle adaptait Christine Angot, elle dirigeait Johnny Hallyday. Il ne faut quand même pas oublier que Laetitia Masson a fait des tas de choses. Et on a perdu de vue totalement. Pas perdu de vue totalement. Ses derniers films sont sortis dans des circuits très très confidentiels, jusqu'à ce qu'elle revienne avec cet Ulysse dont on ne savait pas grand-chose. Titre choisi en référence à Homère, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu. Parce que c'est l'Odyssée d'un garçon de sa naissance à ses 18 ans. C'est ça, ouais. Et voilà comment on peut raconter le film. Il se veut pas au-delà de ça. Il n'a pas d'ambition au-delà de ça. Ouais. Il est à hauteur de son sujet. Exact. Et ça, je trouve bien, parce que les films à hauteur de leur sujet, il n'y a pas des masses que ça. Je suis d'accord. Surtout dans ce cinéma d'auteur qui se regarde souvent le nombril. Là, elle ne se regarde pas le nombril. Non. Elle se regardait le nombril il y a 40 ans, il y a 30 ans, disons. Bon, plus Mais là, elle maintenant. fait quelque chose de très juste. Ouais. Voilà, très juste. Voilà. Et le film est sorti le 17 juin. Ouais, c'est ça. Il est en salle. On passe au dernier film de ce Face à Face critique avec Backrooms de Kane Person. Raconte-nous un peu ce que ce Backroom, Pascal. Alors, c'est compliqué à raconter parce que... je te file toujours les films compliqués à pitcher. Toujours. De toute façon, il faut raconter à la fois le phénomène qu'est Backrooms, qui prend du temps à raconter, et l'intrigue. On veut juste dire que ce Kane Person, c'est à la base un vidéaste, un youtubeur, ouais. Très jeune. Très très jeune, qui a lancé ces Backrooms on a fait une web série,
mais qu'à l'origine, c'est une web-série qui est dérivée elle-même d'un phénomène du web. Je ne vais pas trop entrer dans le détail, je vais revenir à l'intrigue, parce qu'on va parler du film après tout, pas du phénomène. Ça commence tout simplement, c'est le gérant d'un magasin de meubles qui s'appelle Clark, qui va regarder au sous-sol de son magasin, puis il découvre par hasard une porte qui peut passer à travers un mur, comme Bourvil dans Garou-Garou le passe-muraille de Jean Boyer dans les années 50. Voilà. Jolie référence. Fallait la placer. Alors, il passe avoir les faits la placer, mais c'est la même chose. Il s'est inspiré de Garou-Garou. Alors, il passe derrière cette porte, et derrière, il trouve des choses bizarres, des entassements de meubles, des perspectives pas très logiques. Ça a l'air d'un labyrinthe a priori infini. Infini, non, parce que l'infini n'existe pas, j'insiste. C'est très vide, on sait pas on sent qu'il y a une vague présence possible, il y a des bruits, des choses furtives comme ça. Alors ça commence à l'obséder, il va y revenir, il va commencer à cartographier l'endroit, etc., etc. Alors tout ça, c'est né dans le phénomène du net que j'ai vaguement évoqué avant, par des internautes qui petit à petit complétaient, ça part d'une photo à l'origine, puis des internautes petit à petit complètent, rajoutent des niveaux. Il faudrait passer 2 heures à décrypter ça avec un spécialiste. Je ne le suis pas. Je trouve pas ça, comment dire, je trouve pas ça désagréable. A priori, je suis même attiré par ce genre de concept, par cette abstraction qui est surgie de rien, qui évoque l'infini, qui n'existe pas, qui me fait penser à ce qu'on peut voir quand on va par exemple dans le métavers qui est Second Life. On peut tomber sur des endroits comme ça, et on peut explorer comme ça de manière infinie, sans voir personne, ou donc quelqu'un qui apparaît. C'est comparable. Alors, ça me fait penser à ça, mais pour moi, aussitôt que le film cherche à m'expliquer, même un petit peu, j'en sors. Moi, il ne faut pas qu'on m'explique. Dès qu'il évoque une lecture psychanalytique, Catastrophique. une vague thérapie, bref, tout ça, j'ai pas envie qu'il y ait une logique qui vienne adhérer à ce que je vois, ça me barbe. J'ai envie de rester dans le mystère, d'être quelque chose de buñuelien, dans l'Ange exterminateur. On n'explique pas ce qui se passe à la fin du film. Ça reste gratuit, pas gratuit justement, mais on nous assène pas une explication. Mais là, il y a une explication d'ordre psychanalytique qui, moi, me barbe, Moi aussi. pour pas être vulgaire. Voilà. Sinon, le film me déplaît pas fondamentalement, ça va. Je trouve le phénomène intéressant. J'arrive pas bien à comprendre le pourquoi du phénomène, mais peut-être qu'on n'est pas la génération qu'il faut. Non, parce que je crois que c'est un film qui a plutôt plu d'ailleurs à tout type de Oui. génération. Même des vieux, donc. Si on peut le dire comme ça. Moi, j'ai trouvé ça horrible. Vraiment, j'ai pas du tout aimé le film. Je trouve que c'est du vide. C'est prétentieux. C'est du vide. C'est du vide, mais c'est prétentieux, c'est vaniteux. C'est tout le côté. Moi, j'aime bien A24. Je vais pas attaquer A24, mais c'est tout le côté mauvais des productions de A24, certaines, qui sont des produits marketing en fait. Opportunistes. Qui sont des produits marketing avant d'être des œuvres à part entière. Ici, le film se fantasme vraiment d'être dans une forme de renouveau, s'auto-persuade de son génie, alors que pour moi, c'est vraiment un interminable dédale d'idées un peu gribouillées. Comme ça, il y a quelques bonnes idées, je vais pas tout mettre, mais il y a rien. C'est-à-dire que moi, j'en peux plus de ces films de scroller, des films d'images, c'est-à-dire c'est des séquences qui s'enchaînent, c'est des idées que l'on pose, c'est des images, mais il n'y a pas d'idée, il y a pas de fond, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en effet, tu l'as très bien dit, cette métaphore hyper lourdingue de la maladie un peu mentale, où il est un peu alcoolique, mais c'est pathétique. Ça, c'est la fin, là, toute la fin d'un quart d'heure, tout 20 le minutes. lien qu'il fait avec l'IRM, ce serait un nouvel IRM. Imagine le niveau de lecture. Oui, le truc, ce serait l'IRM. Donc, l'IRM, c'est une machine qui permet de lire le cerveau. Donc, cette métaphore un peu grotesque ici. Il faut sans doute que le public aime ça. Il y a des explications. Donc, moi, je trouve que c'est des images qui se posent les unes sur les autres, comme ça, mais qui n'ont pas de lien entre les deux. Moi, il n'y a pas de peur. Pourquoi il n'y a pas de peur? C'est que moi, ce qui me génère la peur, c'est aussi la représentation, notre projection dans les personnages, en fait. Et moi, il n'y a aucune représentation, en fait. Je ne me représente pas dans ce film, je ne me représente pas dans ce personnage. Et en fait, c'est un film, il faut l'oublier, c'est un film qui doit faire peur. C'est un film d'horreur, à la base, un petit peu, d'épouvante. Mais moi, il ne m'a pas du tout fait peur parce que je le trouve totalement déconnecté, en fait. Tellement autocentré sur la quête de l'image et de vouloir faire une image choc. Mais ça, c'est quelqu'un, je respecte Sifflet, mais c'est quelqu'un qui vient purement de l'image, qui est un youtubeur et qui cherche de l'image pour moi. Mais encore une fois,
c'est profondément vide en fait. Mais il y a Et, quand et, même un moi, peu et de moi, ça peur m'ennuie. quand il explore le Clark, là. Un petit peu, pas plus que ça, hein. Moi, ça m'ennuie. L'autre chose qui m'ennuie également, c'est que, et ce qui me fait peur, moi, c'est quand toutes les choses se confondent un peu. Ce que fait Kubrick parfaitement dans Shining notamment, Hmm. avec sa manière de filmer également les longs Là, tu couloirs, convoques la etc. référence ultime, hein, je veux dire. Ah, on m'a dit que c'était peut-être le nouveau Kubrick. Donc Ah moi j'ai bon, lu des ok, trucs, j'en ça, pouvais c'est plus. J'ai du voulu délire. me flinguer. J'ai entendu dire que c'était du Lynch aussi. Ah Bon, oui, bref. j'ai entendu ça aussi. Euh, Et comme un petit bout, enfin En bref. fait, ce qui est le problème aussi, c'est que tout est très cloisonné. Mais même de manière, la mise en scène, c'est-à-dire qu'on a l'espace extérieur, on a l'espace intérieur. On a cette porte qui permet de rentrer, qui permet de sortir. Et en fait, tout est tellement cloisonné entre ces deux mondes, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de cette perte où tout se confond, qui peut faire naître cette peur où l'irréel, où le backroom va pénétrer petit à petit dans la réalité, ou l'inverse également, et tout est cloisonné par ce mur, par cette porte, et je trouve que ce cloisonnement entre les deux mondes, en fait, moi, me sort aussi de la peur que peut générer cet élément-là. Donc, Ouais. Parce qu'il pourra en sortir quand il veut. Il suffit de retrouver l'endroit où il est passé et il ressort. bah, c'est ça, mais moi il y a un truc comme ça de cloisonnement qui m'a dérangé dans le film, et comme je t'ai dit, pour moi c'est un film un peu TikTok qui excite les masses, Ah, mais qui c'est est un très, film TikTok. qui est C'est très pour ça qu'il facile, marche. très image, qui est dans l'image pure, et en fait ce film-là me gonfle, me fatigue, parce qu'en fait j'en tire rien, j'en retire rien, à part une succession d'images les unes après les autres, où les gens vont dire qu'il y a des idées, même ces personnages un peu trafiqués, tortueux, Hmm. etc. Bref, on va pas aller trop loin dans l'explication, mais il y a des choses quand même à attirer, mais en fait, il en fait rien. Et ça m'a fait penser d'ailleurs au film d'ouverture d'un certain regard qui s'appelait Teenage Camp, Teenage machin. Camp, etc. On en a parlé Qui sera également présenté à Neuchâtel, hein. au NIF, Je vais ouais. pas le dire, mais Et voilà. qui était ça, c'est-à-dire un foisonnement d'idées. Ça bouillonne dans tous les sens, mais il n'y a pas de cohérence et d'harmonie entre elles. Et du coup, ça fait un film extrêmement brouillon. Et c'est ce que C'est j'en deux pense films ici. adorés par les gens. Exact. En Et le l'occurrence. film est en salle et il est sorti le 17 juin. Ouais, le 17 juin, et il y aura en deux. J'ai découvert Ah ouais? ça aujourd'hui Ça m'étonne pas. en Enfin, regardant sur Internet. Il réfléchit en deux. c'est d'une logique Le- implacable. ouais. C'est une logique Ah, implacable. parce que dans le Enfin, 2, ça il sortira pour aller dans le monde normal. Peut-être, mais moi, j'aurais bien aimé, tu vois, qu'il y ait un peu plus d'interaction entre les deux mondes. Qu'elle C'est tombe, c'est que pas ce cette qui m'a barrière manqué. tombe, moi. Ça m'a pas Tu vois. spécialement manqué. Ouais. J'aurais aimé qu'on m'explique moins. Ouais. Qu'on Tout s'en explique, ouais, sortienne, ouais. de me dire voilà, attention, c'est la psyché. Eh bien, on peut passer maintenant à notre entretien. Avec Germinal, notre invité. tu peux venir t'installer autour de la table. Bienvenue, Germinal. Merci beaucoup Nous attend impatiemment. ouais, Salut. d'avoir accepté notre Salut, invitation. bonjour. Donc, Germinal, très Poser heureux de ça là t'accueillir. C'est- Ouais, c'est bien pas sûr. dans le- Tu es chez toi. Tu fais comme tu veux. Donc pour rappeler un peu ton parcours, tu es né à Lausanne, tu commences ta carrière par la photographie, et puis avec notamment en 2000 un premier prix SUVA des médias avec une série de photographies sur l'autisme exposée au musée de l'Élysée de Lausanne. 3 années après, ton premier film documentaire, des tas de choses sur justement l'intégration des handicapés mentaux dans notre société. On en a parlé d'ailleurs un peu avec Ulysse tout à l'heure. En 2007, Iceberg et le prix du meilleur espoir à Locarno. Puis Left Foot, Right Foot en 2013. Fortuna et la consécration en 2018 à la Berlinale avec l'Ours de Cristal et le Grand Prix du jury. Et tu reviens aujourd'hui pour présenter ton dernier long métrage, Cosmos, encore une fois, dont on a débattu dans une émission précédente, la numéro 16. C'est pas la 17. 16. Je sais plus. 16, ouais. Et qui a aussi fait le tour des festivals, d'ailleurs, un prix au FDH de Genève, Mexico, Soleure, encore Plein, Séville, partout. un petit peu partout. Des dizaines de festivals. Exactement. Donc, avant de revenir plus en profondeur, on va parler un peu plus de Cosmos un petit peu après. Moi, j'aimerais parler de ce qui définit ton cinéma et ton esthétique. C'est cette approche du noir et blanc systématique. Est-ce que justement, ce qui t'a amené à choisir cette forme-là, c'est ton passé justement de photographe qui t'a amené à faire ce choix? Est-ce que c'est des raisons particulières? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette démarche et ce choix esthétique que tu as dans toutes tes productions? Bah, disons que le noir et blanc, pour moi, c'est effectivement, je dis aujourd'hui que c'est ma langue parce que c'est une langue que j'ai appris à parler assez jeune, à 12-13 ans. Comme ça, j'ai un oncle photographe à Paris qui m'a un jour pris dans le labo pour montrer comment on développait, comment on faisait des tirages en noir et blanc. Et j'ai eu là une très grande fascination pour le procédé, la chimie, voilà, le rapport à la lumière, et puis déjà presque ce rapport de yin et yang où la lumière fait du noir et l'ombre
fait de la lumière Ouais. sur le papier photographique. Donc ça m'a tellement passionné que j'ai tout de suite pris le boîtier argentique de mon père. J'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de photos de mes camarades, etc. Et puis j'en ai fait mon métier après, pendant une quinzaine d'années, comme photographe, reporter, pour des portraits, tout ça, et toujours en noir et blanc. Et puis, avec ce désir de cinéma que j'avais en moi depuis très longtemps, et du coup, quand j'ai fait ce premier documentaire des tas de choses, que j'ai fait tout seul avec une petite caméra achetée comme ça, où j'ai fait le son moi-même et le montage et tout, le noir-blanc, ça me paraissait être le médium que je connaissais le mieux, en fait, dans lequel j'étais aussi le plus rassuré, parce que voilà, ce travail sur l'ombre et la lumière, je le connais bien. La couleur, c'est un autre domaine. C'est voilà, le travail sur les températures de couleur, sur la lumière extérieure, le néon, le tungstène, etc. Et c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Donc, comme j'ai toujours eu besoin de cadrer, de faire des images, d'être derrière la caméra, et puis que c'est comme ça que j'ai commencé à faire du cinéma, et bah, le noir et blanc s'est imposé. Aujourd'hui, je continue à le faire comme ça parce que je crois que les films que j'essaie de faire, déjà dans leur écriture, ils sont en noir-blanc. En tout cas, je les écris comme ça. Tu les penses en noir et blanc. Ouais, mais pas sur un plan esthétique, sur un plan philosophique Mhm. quasiment, sur des forces ou des antagonismes ou ouais, il y a toujours, je le découvre d'ailleurs en faisant, parce qu'il y a aussi un peu work in progress dans tout ça. Mais voilà, je dis souvent que l'image noir-blanc, c'est comme une image qui ne serait pas terminée sans le regard du spectateur. Et ça, dans ce que j'essaie de faire, à l'écriture aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'essaie pas de faire une histoire qui ne serait pas terminée sans le spectateur, mais quasiment, en tout cas, de laisser assez de place dans le film pour que chacun, avec son propre vécu, puisse rentrer et puis se raconter son histoire, quoi. Donc là encore, avant de parler de Cosmo, j'aimerais revenir aussi, parler aussi un peu de ton travail global aussi, donc photographe sur le cinéma également. Il y a toujours ce désir de te confronter donc à l'humain. On pourrait parfaitement, d'ailleurs, on parle de ton cinéma comme un cinéma très humaniste, évidemment, qu'on avait vu avec cette réfugiée éthiopienne dans Fortuna, ce Léon dans Cosmos, dans ton travail documentaire également passé. D'où vient ce désir chez toi de filmer l'humain, l'humanisme chez les gens en priorité, avant peut-être d'avoir une approche plus fictionnelle, narrative, mais c'est toujours l'homme ou l'humain en premier, l'homme avec un gros H, qui ressort toujours de ton travail. Comment tu expliquerais ça? Je sais pas très bien. Bon, déjà, c'est vrai que je pense que tout mon travail photographique, plutôt documentaire, où j'ai commencé ma carrière un petit peu comme ça en faisant. J'ai beaucoup travaillé pour une série qui s'appelait Vécu, pour l'illustrer, où c'était 4 pages chaque semaine en noir et blanc sur des parcours un peu cabossés, des parcours de vie, etc. Donc ça, pour moi, c'était vraiment une école de la rencontre vers l'autre, quoi. Et j'ai une mère infirmière, un frère infirmier aussi. Donc je sais pas, est-ce que c'est quelque chose comme ça que j'ai vu autour de moi, ou en tout cas, c'est clair que il y a une rencontre entre ce qui m'attire, c'est la rencontre, c'est essayer de comprendre l'autre, essayer de et puis mes grandes questions existentielles de qu'est-ce qu'on fait là, c'est quoi cette vie, comment, voilà. Donc tout ça, ça se met ensemble dans l'écriture. Les films, ils commencent toujours quand même par une rencontre. Ça peut être une rencontre avec un lieu, mais ou un visage ou une personnalité, etc. Avec Fortuna, j'avais rencontré une jeune mineure non accompagnée éthiopienne qui avait à peu près le même parcours. Et cette rencontre m'a tellement sidéré, frappé, enfin, que j'ai tout d'un coup pris conscience de la réalité de ces mineurs non accompagnés qui ont traversé la Méditerranée pour arriver jusque chez nous, etc. Et j'ai ressenti une nécessité de me dire, il faut faire quelque chose, il faut essayer de raconter ça, quoi. C'était voilà. Je pense que j'ai commencé à écrire 2015-2016. On était en plein dans ces vagues de réfugiés qui traversaient la Méditerranée, beaucoup de morts. Enfin, c'était très présent dans l'actualité. Et puis, tout d'un coup, là, j'avais l'histoire d'une jeune fille bouleversante. Et je me suis... Voilà. Et puis, tout d'un coup, ça s'est mis ensemble avec cette idée du Simplon qui trottait dans ma tête depuis un petit moment. Puis ça, c'est un peu le mystère de la création et de l'écriture, c'est qu'on ne sait pas très bien comment, tout d'un coup, des idées se mettent ensemble. Et puis,
j'ai un jour lu dans la presse que comme tous les centres d'accueil pour réfugiés étaient pleins partout, le monastère d'Einsiedeln avait décidé d'ouvrir ses portes pour accueillir des réfugiés. Tout d'un coup, je me suis dit, Simplon, les chanoines, et voilà. Et tout d'un coup, l'histoire Déclic. c'est écrite fait, là. ouais. Pour en revenir à Cosmos, Vas-y, Hugo. est-ce qu'on peut dire que c'est à la fois ton film le plus ambitieux et le plus exigeant? Oui, oui, ouais. En tout cas, je pense que c'est le film où j'ai pris le plus de risques. Euh, c'est marrant, ces séjours un petit peu dans les séances spéciales qu'on fait, les avant-premières, etc., ou toutes les discussions avec le public, je me suis rappelé d'André Roublev, De Tarkovsky, de ouais. Tarkovsky, et puis de la dernière partie de ce gamin qui s'appelle Boris K, je crois, qui est dans Le Père était fondeur de cloches. Qui est en Et- couleur dans la partie sauf erreur. Il y a des Alors plans là, en couleur, alors je sais pas. je crois bien. C'est vrai? Oui, je crois bien. En tout cas, il y a cette idée de tout le village qui se met sur cet enfant pour lui dire tu as le secret pour faire la cloche. Il l'a pas, mais il dit qu'il peut le faire. Et on lui amène énormément d'argent et tous les ouvriers et tout le village viennent construire cette cloche. Et on ne sait pas jusqu'à la fin est-ce qu'elle va sonner. Et lui-même, il ne sait pas. Il est pris dans ce mystère du doute et de la création, mais inspiré par quelque chose de plus grand que lui, et puis par le faire, quoi, par la trajectoire d'y aller. Et ce film-là, pour moi, il s'est vraiment construit comme ça. C'est-à-dire que j'ai jamais su s'il allait sonner. Et ça a été une espèce de réécriture permanente. D'abord avec ce comédien non professionnel, Andrés, que j'ai trouvé à 2 semaines du tournage. Donc là, ça a créé beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse pour tout le monde. Et puis que je suis arrivé avec un très gros scénario, très écrit, beaucoup de dialogues, et puis qu'avec ce personnage-là, c'était pas ça qu'il était capable de faire, et il avait beaucoup plus à dire dans ses silences que tout ce que j'avais pu écrire. Donc il y avait tout d'un coup comme ça des forces et des vents contraires qui m'ont obligé à accueillir quelque chose, à me mettre dans cette posture-là, de dire je fais confiance à mon inspiration la plus profonde. Aux raisons pour lesquelles je suis venu faire ce film au Mexique, dont on pourra parler après. Et voilà, je me suis... Et justement, il y a une histoire un petit peu particulière derrière cette rencontre avec cet acteur-là, non? Tu l'as trouvé, ouais, comme tu as dit, 2 semaines avant le tournage. C'était pas un peu dangereux si tard? Ouais, non, mais tout était très chaotique en réalité. C'était juste après le Covid, on aurait dû tourner plus tôt, finalement on a dû attendre. Et puis, il y a plusieurs chefs de poste aussi que j'avais choisis à Mexico City en amont, qui tout d'un coup, toutes les productions reprenaient. Donc, toutes les grandes séries, donc il y a plein de postes qui étaient plus voilà, dispo, et des gens qui sont partis. Voilà, donc il a fallu recomposer une équipe un peu comme ça. Et tu l'as trouvé comment cet Alors ça, acteur c'est une longue histoire. C'est vrai que moi, il y a plus de 15 ans, en 2009, j'ai fait un travail photographique sur une communauté maya au Yucatan. Et j'ai rencontré là un homme merveilleux qui a inspiré le personnage de Léon. Et pendant toute l'écriture, évidemment, et puis la fabrication ou la préparation du film, disons, je voulais trouver quelqu'un comme ça, quoi. Donc, je savais que je voulais travailler avec un acteur non professionnel, un indigène maya, un paysan. Bon, voilà. Donc on a, pendant plus de 6 mois, il y a une équipe de casteurs de Mexico City qui ont traversé le Yucatan en long, en large, qui a été dans tous les villages, croisé des hommes au bord de la route qui correspondaient un petit peu aux descriptions que j'avais pu faire, fait des photos. Ceux qui m'intéressaient, on les voyait, on essayait de travailler avec eux, etc. Puis jusqu'à très très tard, ça fonctionnait pas. J'avais pas trouvé ma perle. Et puis peut-être un mois avant le début du tournage, Angela Molina arrêtait pas de m'appeler de Madrid en me disant mais est-ce que tu l'as trouvé, est-ce que tu l'as trouvé? Parce qu'il fait un partenaire. Bien sûr. Et un jour, j'ai une amie mexicaine qui me dit, écoute, je connais une dame, une anthropologue française qui arrive de Paris, là, à Mérida. Tu devrais la rencontrer. Elle a 80 ans, elle a écrit plein de bouquins sur les Mayas, elle connaît très très bien. Et elle vient là dans quelques jours, tu devrais la voir. Donc je la rencontre, on parle un petit peu, je lui explique le projet que je suis en train de faire et mes difficultés à trouver mon personnage. Et la première question qu'elle me pose, elle me demande si j'ai déjà assisté à une cérémonie chamanique.
Et je lui dis que non. Elle me dit, mais voilà, Germinal, c'est impossible. Tu peux pas faire ce film sans assister une fois dans ta vie à une cérémonie chamanique. Et j'étais un peu inquiet de me dire, bon, où est-ce qu'elle m'emmène? Et puis elle me dit, mais là, dans une semaine, je suis venu exprès pour ça. Il y a une grande rencontre très importante entre une femme chamane et un homme chaman dans la forêt. Tu viens avec moi. Alors, je suis parti avec elle. Et puis là, je vais pas décrire cette longue nuit chamanique dans la jungle, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu une longue conversation avec cette femme chamane à qui j'ai expliqué aussi un petit peu ce que je venais faire là et mon désir de film. Et puis elle m'a dit que je ne cherchais pas au bon endroit. Elle m'a donné 3 noms de villages. Et au petit matin, 6 heures du matin, quand on est rentré à Mérida après cette longue nuit chamanique, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, j'ai repris ce gros book où on avait plus de 600 photos d'hommes mayas qu'on avait rencontrés. Il y a une image qui m'interpelle, qui est le visage d'Andrés Katzin, qui est devenu le Léon du film. Ouais. Et je vois le nom du village, Ekbalam, qui veut dire jaguar en maya. Et c'était là où il vivait. Et du coup, le lendemain, je dis à la production, il faut qu'on aille voir ce type. Et on me dit, non, mais Germinal, c'est à 4 heures de route d'ici. On a croisé ce mec au bord de la route. Il n'a pas de téléphone portable. On n'est pas du tout sûr de le retrouver. On l'a vu dans ce village-là, mais est-ce qu'il habite vraiment là? Et bon, j'ai poussé un peu. On est parti. On est arrivé dans ce village avec notre petite photo d'Andrés qu'on a montré au village. Et on nous a dit, oui, il habite là, derrière le village. Vous prenez le petit chemin de terre. Vous continuez dans la forêt un bout et vous allez tomber sur son campement. Alors, on a pris le chemin, on est arrivé chez lui, et puis je l'ai trouvé là avec sa femme, ses enfants, sa mère, et puis une vache qui était là pour le lait. Et en le voyant, j'ai su immédiatement que c'était lui. C'était une évidence absolue. On n'a pas eu besoin de se parler que je savais que c'était lui. Mais voilà, là, on était à 2 semaines du tournage. J'ai eu quelques jours pour le convaincre, avec une interprète. Il était un peu réticent parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires, d'enlèvements, il y a beaucoup d'angoisse dans les communautés comme ça. Donc, mais bon. Et puis, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu un film de sa vie. Ok. Donc, il n'a aucune idée de ce que c'est que le cinéma, il ne sait pas ce que c'est que des tracteurs. Donc, en quelques jours, on lui a expliqué un petit peu ce qu'on voulait faire. Et puis 2 jours après, il est venu avec nous à Mérida pour commencer à essayer de travailler. Et j'ai pu appeler Angela pour lui dire, c'est bon, on l'a trouvé. Partenaire. Mais là, tout le monde était dans une grande angoisse parce qu'effectivement, on découvrait que cet homme un peu mutique, c'était difficile d'apprendre tout le texte que j'avais écrit pour lui. Tu as dû repenser un petit peu le film, scénario, voilà. film, quasiment. Ouais. En tout cas, de voir... Parce que je sentais qu'il avait la dimension et la lumière pour porter ça et pour nous guider en fait dans ma quête, la quête du film, quoi. Et voilà, donc c'est fait. Mais c'est vrai qu'on le voit très bien parce que c'est vrai que dans le film, il guide le film d'une certaine manière, Complètement. clairement. Ouais. Et puis ce qui est profondément intéressant, c'est justement cette opposition, justement parfaite entre guillemets, entre cette professeure, dans le film, un professeur de littérature et lui qui ne sait pas lire, qui est illettré, et ces 2 manières d'appréhender le deuil aussi, lui qui a perdu son frère dans le film et sa manière. Très interne, comme ça, en paix intérieure, de gérer ça. Et puis, on a une autre chez Lena qui, elle, a un côté plus, j'allais dire, occidental dans sa manière de gérer les choses, de se plaindre d'être au Yucatan dans une maison de 400 mètres carrés, etc. Et en effet, je trouve que c'est ce qu'on avait dit avec Pascal, c'est qu'on avait beaucoup aimé cette confrontation, mais qui finit par une sorte de fusion un petit peu finalement entre ces 2 personnages, quoi. Donc, j'imagine que c'est comme ça que tu l'as imaginé. Oui, et c'est comme ça que je le découvre aussi a posteriori. C'est-à-dire que tout d'un coup, en voyant le film aujourd'hui, je réalise que ces 2 personnages qui ont presque le même prénom, Lena et Léon, sont d'une certaine manière comme 2 parties de moi-même. Et j'ai envie de dire comme 2 parties de chacun d'entre nous en réalité. C'est-à-dire que c'est presque... voilà, il y a cette Lena cartésienne, intellectuelle, qui a beaucoup étudié, qui pense que par le savoir, tout est possible dans la vie, et puis qui, devant sa propre fin, tout d'un coup est complètement démuni, quoi. Et puis de l'autre côté, il y a ce personnage Maya, effectivement, dans sa cosmovision, dans beaucoup plus proche de la nature, qui lui est dans une confiance du cycle de la vie, quoi.
Et ça, je pense que ces deux parties. Alors nous, on est ici en Occident, très pris par notre disque mental qui prend Ouais. beaucoup de place, etc. Mais on peut, Mhm. peut-être comme devant ce film, ou devant un paysage, ou devant un arbre, voilà, tout d'un coup, sentir que qu'une autre langue nous parle, et que cette langue-là de la nature, dont on vient et dont on fait partie, elle résonne quelque part, quoi. Il y a la nature, mais il y a aussi une forme d'intelligence émotionnelle. Il y a l'intelligence Ouais, cérébrale bien sûr. face à l'intelligence émotionnelle, et c'est ce qu'on voit. Moi aussi, j'ai un rapport à l'Amérique latine, donc à l'Amérique latine, plutôt à l'Argentine, où j'ai appris énormément en Argentine de cette intelligence émotionnelle également, que je retrouve ici, où on est très cérébral ici, très très pensé, et puis on se déconnecte parfois de ça. Et puis là, je l'ai retrouvé également. Donc non, je trouve que c'est très juste. Et puis c'est vrai que là, c'est incroyable, le personnage de Léon, c'est vrai que moi, c'est une interaction. Et puis la manière en plus dont tu l'as trouvé, je trouve que C'est assez dingue. c'est fascinant. Justement, comment tu as choisi aussi Angela Molina? Parce que alors là, c'est un choix aux antipodes. Actrice connue, qui a une grande carrière, que tu avais prise avant d'avoir son partenaire. Comment ça s'est passé? Bah, encore une fois, des rencontres, et j'ai presque envie de dire que c'est elle qui m'a choisi, D'accord. bizarrement, parce que, enfin, j'exagère, Ouais. j'ai grossi le trait un peu exprès, mais non, bien sûr qu'Angela, c'est quelqu'un que j'avais envie de rencontrer, c'est quelqu'un qui correspondait parfaitement à ce que je souhaitais pour ce personnage de Lena, et je sais pas par quel concours de circonstances, je crois que son agent lui a donné le scénario, quelque chose comme ça, et puis Donc tu ne l'avais pas contacté à ce moment? moi directement pas, mais c'est elle qui m'a appelé D'accord. en me disant, elle parle très bien le français Ouais. d'ailleurs, elle m'a appelé en me disant, Germinal, ça fait 3 jours que je lis ton scénario en boucle, il faut que je te parle, viens me voir à Madrid chez moi. J'ai dit ok, donc j'ai pris un avion, j'ai été la Ouais. voir. Et puis j'ai passé une journée comme ça chez elle, formidable, d'une rencontre en fait humaine très profonde, et puis d'un désir qui était le sien de faire ce film. Alors elle m'a dit, mais je sais pas t'expliquer comment, pourquoi, mais je crois qu'il faut qu'on fasse ce film ensemble. Et du coup, c'est devenu D'accord. assez évident. Ouais, C'est marrant aussi comme, ouais, non, vraiment. comme trajectoire. Comme... Est-ce que c'est un film qui était... parce qu'au départ, tu parlais d'un projet qui date donc quasiment depuis 15 ans, en fait, ce film. Oui, disons que les premières lignes du scénario ont été écrites en 2009, comme ça, dans un carnet. Et puis après, c'était ce long processus. En réalité, si vraiment je remonte très, très loin, ça remonte encore plus loin. Ça remonte à mes 20 ans, quand j'ai perdu mon meilleur ami dans un accident de la route. Et ça a été vraiment un déchirement, un drame pour moi très, très violent, très profond. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait toute ma scolarité avec lui. On est à cet âge-là, on fait beaucoup de choses Fusionnel, ensemble, ouais. etc. C'est assez fusionnel. Et puis tout d'un coup, cet accident brutal qui le fauche à 21 ans. Et ben je sais pas, ça a été une fin brutale de l'enfance, un coup une espèce de prise de conscience très violente ah d'accord, en fait dans la vie c'est comme ça, donc un jour on va mourir. J'étais pas préparé à ce choc-là, et puis ça m'a suivi très très longtemps, avec beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup d'anxiété, je voyais la mort partout, j'étais vraiment dans quelque chose qui arrivait pas à cicatriser, quoi, d'une certaine manière. Et puis c'est en 2009, après avoir beaucoup voyagé au Mexique, là tout d'un coup ce travail photographique au Yucatan, tout d'un coup il y a un moment donné, la rencontre avec ce vieil homme où je sens, je me dis c'est là que je dois essayer de me réconcilier avec ma peur de la mort. Dans cette jungle, avec ces mayas, avec cette cosmovision aussi où tout est cycle et pas linéaire comme chez nous. Donc voilà, ça commence comme ça, par cette rencontre avec un lieu, avec cet homme, et puis avec mon envie de réconcilier, de réparer quelque chose. Donc maintenant que tu dis ça, c'est vrai qu'on le voit très bien dans Cosmos, que c'est justement cette approche à ça, la mort, quoi, qui est très puissante, qui est très forte, et qui est finalement, ce qui est beau, c'est que c'est ce départ de Lena auprès de quelqu'un qu'elle connaît à peine, qu'elle connaît pas. Et pourtant d'une forme d'apaisement absolu, quoi. Je pense que on rêve tous de mourir comme ça. Pas de mourir, mais bon. Pas de mourir, mais je sais pas comment l'expliquer, mais c'est une forme de départ absolument dans l'apaisement et dans un amour en plus, un amour naissant qui vient de naître finalement, et c'est ça qui est très beau.
j'ai été pendant tellement longtemps, tellement en colère avec le film Amour de Haneke. d'Haneke Haneke, ouais. Ouais. Moi aussi. que j'y pense. C'est marrant, Je te ça vois bien en ressort colère maintenant. pour ce Ouais, film. oui. Mais ça, je pense que ça m'a donné aussi envie d'essayer d'apporter une autre réponse, quoi. Ouais, bah, bien, merci pour ça. Pascal, tu aurais peut-être une dernière Oui, ton question. film fait absolument l'unanimité. On est d'accord. J'ai lu Oui. que des choses dithyrambiques sur le. Pas positives, dithyrambiques. Comment tu vis ça, finalement? T'attendais pas forcément à ça. Non, surtout que le film, il a mis un peu de temps à sortir, Oui, il est passé oui. un peu sous les radars, Il n'était pas dans les grands festivals, les festivals, même pas non, dans les parce tout grands. que beaucoup de festivals l'ont pas vu, parce Mm. que voilà, il y a eu comme quelque chose d'un peu qui s'est un peu perdu comme Ouais, ça. ouais, ouais. Et puis, je pense que l'arrivée de Wim Wenders qui a vu le film et puis qui tout d'un coup a dit mais ce film est formidable, c'est un chef-d'œuvre, il m'aide encore aujourd'hui à essayer de trouver un vendeur international parce qu'on Ok. n'a Ah, toujours t'as pas pas de de vendeur vendeur. international. Donc c'est très C'est bizarre, aberrant. ouais. Aberrant. Donc on est dans un truc un peu étrange. Non, mais tout ça, évidemment que ça me touche beaucoup, mais c'est un peu comme le gamin de Tarkovsky. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a je suis émerveillé de. Bon, ça me touche énormément que ça touche les gens, parce que c'était ça le but. Moi, j'ai toujours souhaité et pensé que l'art devait ou pouvait en tout cas être utile au Mm. monde. Et puis j'ai grandi comme ça avec des livres, avec des musiques, avec des films qui m'ont aidé à vivre. Et là, ça rejoint encore un petit peu l'envie dont on parlait tout à l'heure, de porter soin ou de réparer. Non. Voilà, je pense que le cinéma, il peut aussi nous apporter ça. Mhm. Donc quand je vois des salles pleines, et là, chaque soir, je fais des Ouais, des présentations avant-premières, ouais. avec vraiment des témoignages, mais bouleversants, quoi. J'ai jamais vécu ça, hein. Là, je reçois entre 5 et 10 mails par jour, en Ah plus ouais. des messages sur les réseaux sociaux, mais des mails de 2, 3, 4 pages parfois, en France, en Suisse, des gens qui prennent le temps d'écrire, de parler de leurs peurs, de leurs angoisses, de comment ça les a aidés. Enfin, c'est assez... Est-ce que tu réponds à tout le monde? Ben, oui, enfin, Tu essayes. j'essaie de le faire, et Ouais. vraiment, ouais, ça m'importe de... Ouais. Et voilà, et on rappelle, et Cosmos est en salle en Suisse romande, ça c'est une Oui. certitude. Oui. Est-ce qu'il y a une sortie décalée en Suisse allemande Je sais pas. Oui, Plus le tard. 24 ou 25, Ouais, c'est ça un petit peu. avant-première le 24 juin, avec une C'est ça. sortie, si c'est un mercredi, je sais pas, le Je 25, crois. je crois. Le 25, je crois bien que c'est mercredi, mais je suis Voilà. de tête, là, Donc je suis ce pas sera sûr à ça. 100%. En salle évidemment. Donc en tu vas Suisse repartir en romande. tournée là-bas, Ouais. en tournée Ouais. en promo là-bas. Bah parfait, merci beaucoup Germinal Ouais. de Bah, ta merci à vous. présence, d'avoir Beaucoup. répondu à nos interrogations. Et si tu veux rester avec nous 2 petites minutes Ben, Pour les coups de cœur pour et nos coups de petits coups gueule. de cœur et coups de gueule de fin d'émission, on en a pour 2 Très bien. minutes. Pascal, à toi l'honneur. Qu'est-ce qui t'a énervé? Qu'est-ce que t'as aimé? J'ai un petit coup de cœur pour annoncer le NIF, Mhm. le Neuchâtel International Fantastic Film Festival, qui a lieu du 3 au 11 juillet, qui est une nouvelle directrice artistique, c'est Kate Reddy, qui a dirigé le Black Movie pendant environ 20 ans avant, donc on la connaît. Il y a 129 films, c'est pas mal. Il y a en vrac, il y a un prix anniversaire qui sera décerné à Bertrand Mandico, qui va Ah, venir. ok. Il y aura le dernier film de Minalper, que moi j'aime beaucoup, Salvation, qui était l'un de mes coups de cœur de la Berlinale. Il y a Sanguine, qui était à Cannes, je ne l'ai pas vu, mais Moi c'est non un film plus. dont on a beaucoup parlé à Cannes. Pas en bien, mais. Je sais pas, il y a de tout, de tout. Enfin, bref. Il y a Evil Dead Burn, le nouveau film de Sébastien Vanitschek, Mhm. qui avait réalisé nouvelle idée. Vermine, que moi j'avais adoré. Pas mal, ouais. Voilà, il y a le Kiyoshi Kurosawa, qui était aussi à Cannes, Mhm. The Samurai and the Mhm. Prisoner. En Cannes première, ouais. Bref, il y a beaucoup de choses. Alors, et en plus, il y a une chose qui est bien, c'est que Kate Reddy s'est arrangée, a conscience qu'il y a une concurrence avec le foot. Ah, pourquoi elle a mis des matchs pendant Elle les. s'est arrangée pour que Pour les que les- uns ne soient pas frustrés Ah oui. à cause Les des heures de autres. projection sont adaptées au Oui, film. oui, elle a une salle en plus, exprès, cette année. Et certains matchs seront projetés en plein air, je pense, sur la place de Neuchâtel, j'imagine. idée, Mais bonne C'est idée. c'est pas du tout bête, Non, pas du tout. c'est tout à fait intelligent parce que c'est une vraie concurrence. Et donc voilà, allez-y, il y en a du monde à Neuchâtel. C'est un festival qui Ça attire du fonctionne bien, monde. ouais. Festival coup de gueule, j'en avais pas vraiment. J'avais plutôt une interrogation. Je lis souvent sur les réseaux ou ailleurs que les gens ont peur d'aller au cinéma tout seuls. Ah bon? Ça revient tout le temps. Moi j'adore. Mais oui, mais moi je comprends pas. J'ai jamais compris. Comment on peut avoir peur d'aller tout seul? Pour moi, le cinéma, c'est un acte qu'on fait seul. Enfin,
on va dans la salle tout seul. Mhm. Et alors? Je sais De pas, toute ouais, façon, c'est ça. s'ils veulent. Seul mais entouré. C'est ça qui fait C'est ça. le- En plus, Oui. c'est rarement tout seul. Ou alors le. Ouais, on est pas rarement très- tout seul. Je veux dire, bon, Ça, ça moi, peut ça m'est arriver. arrivé. Oui, moi aussi, ça m'est arrivé. Mm. Mais c'est Ça nous rare. est tous arrivé. Ouais. Mais ça, c'est une hantise. Qui veut aller avec moi au cinéma ce soir? J'ai personne, je fais quoi? J'ai lu ça souvent, ça m'énerve un peu, je trouve ça incompréhensible. C'est une peur de soi-même, je sais pas. Et, je voulais insister, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais une interrogation plutôt Moi, j'ai sur. plus de mal à aller, par exemple, aller au restaurant tout seul le soir, c'est un peu plus glauque. J'aime pas beaucoup, mais ça me plus fait, difficile. ça me Mais fait au rien. cinéma, c'est bien. Cinéma, On c'est un voit peu pas. plus embêtant parce qu'il y a des tas de gens à table qui sont à 4 ou 6 ou 8, Mais qui ouais. plaisantent, qui disent des bêtises, alors on se sent un peu stupide, mais Mm. c'est pas grave. Euh, Mais au cinéma, moi, même, j'ai même pas de plaisir à aller accompagner. Bah, bon, Moi, finalement, les deux. quand c'est devenu un métier, c'est différent, ouais. voilà. Ok, moi, ouais. T'as des coups de cœur et coups de Ouais, gueule, je sais. côté coup de gueule, j'aimerais parler des cinéastes qui confondent tout et qui connaissent rien. C'est ceux qui ont menacé de retirer leur film au FID, au Festival international de Marseille, parce que C'est une histoire que j'ai pas suivie, tiens. bah ouais, je vais te Ouais, dire, parce ça que Nadav m'intéresse. Lapid si, était dans c'est le cette jury. histoire, oui, c'est cette Et en histoire. gros, ils ont menacé de retirer leur film en sélection si jamais Ouais. Nadav Lapid restait en Oui, j'ai tant lu, que, j'ai lu, en j'ai tant lu. que jury. Pour quelle raison? Parce qu'ils disent que oui aurait été financé par l'argent public de l'État d'Israël. Donc il s'avère, bon, déjà, Lapid est un des ennemis numéro 1 du régime israélien, il l'a montré dans tous ses films. Mais surtout, de deux, c'est totalement faux. C'est-à-dire que l'argent Des qui vient bêtises, comme tu dis. d'Israël Film Fund, en fait, c'est un établissement en fait, qui donne l'argent, mais ils sont complètement indépendants de l'État israélien. Donc ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tout ce micmac qui a été pour... Et puis Lapid n'y est pas allé du coup. Hein. Il a été retiré du jury, Oui, en il fait fait pour plus. rien, parce que sur une fausse information. Donc c'est prise avec des prises de position totalement infondées. Il y a une tribune qui a été écrite, qui a été signée par de très très nombreux cinéastes, Nathalie Portman, Justine Triet, Jacques Audiard, Mati Diop, qui se nomme « Le cinéma n'est pas une ambassade » et qui rappelle en effet la dangerosité absolue de ramener un cinéaste, un artiste, à sa seule nationalité. Donc attention à ce danger et cet amalgame absolument stupide qui a été fait ici avec Nadav Lapid et sa nationalité israélienne. On peut retrouver d'ailleurs cette tribune qui s'appelle encore une fois « Le cinéma n'est pas une ambassade » sur Internet. Côté coup de cœur, arrêtez s'il vous plaît de scroller Ça, c'est un coup de gueule. pour dénicher la dernière bouse Netflix à avaler. Surtout que, en gros, j'ai regardé un peu les prix. Et en gros, l'abonnement standard Netflix, c'est 22 francs 90 par mois. Énorme. Donc, en fait, Pour rien. si vous vous désabonnez Ce que j'ai fait il y a 4 ans. ou et 3 que ans, vous je sais. réinvestissez 20 francs par mois, vous pouvez vous abonner à Filmingo, qui est la plateforme de cinéma indépendant en Suisse romande, Ouais, ouais. qui est 1000 fois mieux. Ça vous fait une économie de 2 francs 90 par mois, ce qui est pas mal. C'est pour En ça. ce moment, il y a par exemple L'Agent secret de Kleber Mendoza, qui est l'un des plus grands films de 2025. Il y toi. a Le Dernier de Jarmusch. Ouais. Il y a L'étranger de Ozon. Il y a Le Sibyl de Trier. Il y a Le film Berger, qui est un film Ah, moi, suisse j'avais beaucoup aimé. qui avait bien fonctionné aussi l'année Canadien, dernière. Il y a le In Water de Hong Sang-soo que j'adore. Et j'en Ouais. passe. Donc en gros, Filmingo, ça coûte 2 francs 90 Ça moins coûte rien, par quasiment mois rien. que Netflix. Et je pense que vous passerez pas 1 heure à chercher un film et en plus en vous endormissant devant. Ils Généralement, veulent des c'est ce que- séries, des c'est ce qui bouses, se comme passe. tu dis, Exact. des trucs affreux, quoi. Donc voilà que se termine ce 17e numéro de 18e. numéro de On Grand va pas y Angle. arriver, mais on va pas y arriver avec les numérotations. Ouais, j'ai Quand du on mal. sera au Alors que toi, 37e. t'es mathématicien. Oui, hein. mais moi, je Tu suis devrais être meilleur que moi, Je hein, suis fasciné avec par les la théorie des nombres. Ouais. Mais la théorie Moi, des j'ai nombres, du c'est mal. pas le comptage. Moi, j'ai toujours été nul en maths. 18e épisode de Grand Angle, donc immense merci encore une fois à Germinal d'être venu, de Absolument. t'être déplacé jusqu'ici à Genève, Avec, malgré ton planning ultra chargé. j'imagine. Merci à vous. Non, c'est un grand plaisir. Et Pascal, à la diffusion de cet épisode, tu seras revenu du Festival de Bologne. Alors, Normalement, ouais. j'espère que tu vas bien profiter. Et la Suisse sera qualifiée. Moi, ça, j'en sais rien. On n'en sait rien. Ça, on ne sait En pas. tout cas, profite bien de Bologne. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours. Ciao à tout le monde. Voilà. À bientôt.